Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Samuel Israël. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr, je peux commencer. Je suis Israël, ingénieur en logiciel. J'ai cofondé Flare Systems il y a 7 ans avec mes 2 autres cofondateurs, Mathieu et Johan, ainsi que David. J'ai un background en développement logiciel, mais tout le temps eu un intérêt en sécurité là, dès le cégep. En fait, même avant le cégep, quand j'ai commencé à m'intéresser à la programmation, rapidement, j'ai jamais bidouillé savoir comment les trucs fonctionnaient. Fait que ça m'a amené un petit côté de quand tu apprends comment les trucs fonctionnent, tu apprends comment les trucs ne fonctionnent pas. C'est la partie fun. Donc, à l'ETS, en fait, c'est là que j'ai rencontré la plupart de mon réseau, que j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement à la cybersécurité, où j'ai particulièrement un peu spécialisé dans le reverse engineering, puis l'analyse de malware, l'exploitation aussi de services, puis la corruption de mémoire et des trucs comme ça. Donc, j'ai fait beaucoup de CTF avec mes cofondateurs même, puis une partie de l'équipe actuelle de Flare, dans le NordSec, le Hackfest, puis une couple d'événements en ligne aussi, un peu partout. On a gagné quelques éditions du NordSec. Donc, c'est pas mal ça. Depuis, en fait, j'ai cofondé Flare. J'ai un rôle vraiment plus de développement, finalement, fait que développer la plateforme de collecte de données, d'analyse de données, avec une petite intro rapide, à Flare, on va surveiller l'Internet, le Dark Web, pour trouver des données sensibles ou des risques associés aux organisations via les activités de cybercriminels ou potentiellement d'employés qui font des erreurs. Donc, c'est une rapide présentation de moi-même. Et de mon côté, je suis Samuel. Ça fait 4 ans que je travaille chez Flare en théorie chercheur en renseignement sur les cybermenaces ou CTI Researcher. J'ai commencé chez Flare, mon background est plus en programmation, mais immédiatement en commençant, j'ai eu une piqûre d'intérêt sur tout ce qui était cybercrime et passé des nuits entières à lire sur les forums du Dark Web et les différents vecteurs d'attaque qui étaient utilisés par les cybercriminels. Et depuis, ça m'a permis de pivoter en un rôle qui était un petit peu plus recherche. Très intéressant. De votre background, l'idée qui a initié justement qu'on se parle aujourd'hui, c'est tout le volet OPSEC qui entoure Flare, parce que les données que vous disposez sont complexes. Vous touchez à des environnements complexes. Vous touchez à du malware aussi, notamment, un peu comme ce qui a été mentionné. Donc, vous êtes dans un environnement à plusieurs facettes au niveau de la sécurité opérationnelle, si on le traduit, là, mais que j'aime bien, je préfère OPSEC, sur ces aspects-là. Je vais commencer par vos infrastructures, donc on pourrait qualifier de travail, comment vous travaillez, comment vous fonctionnez, puis tout ça, comment les choix qui ont été faits et ont amené justement des éléments de sécurité qui sont très intéressants et comment ceux-ci se matérialisent. Ouais, je peux commencer avec ça. Dans le fond, dès le début de Flare, on a déjà une approche très cloud-based, si on veut. Là. Donc, aucun service qu'on host sur des serveurs dans nos garde-robes au bureau. Donc, rapidement, comme on a eu des accès centralisés avec Google Workspace, on était avec Google, initialement, on était avec même Google Cloud, puis maintenant, il y a AWS, mais comme tout ce qui est information, finalement, c'est toutes des choses qui sont pas sur des réseaux physiques. Donc, tous les accès sont gérés de manière centralisée. Puis en grossissant la compagnie, on a tout le temps gardé cette mentalité-là. Fait que, ce qui fait en sorte que maintenant, toute notre infrastructure est gérée avec aucun réseau physique. Fait que n'importe qui, n'importe où a accès aux données, mais avec les mêmes standards de sécurité. Donc, on peut s'assurer que tout le monde a du tout à fait partout, que tout le monde a des mots de passe sécuritaires, que tout le monde va utiliser des politiques de sécurité finalement qui font du sens avec les devices qu'on leur fournit. Donc, ouais, je pense que c'est ce qui a contribué. Souvent, des fois, le monde sont un peu surpris, ils arrivent puis ils se rendent compte comme il y a du tout à fait littéralement partout. Il y a comme aucune, place que c'est facile d'entrer, puis après, tu as accès à plus de données via cette porte de côté-là un peu. On n'a pas... En fait, dernièrement, on s'est mis beaucoup à utiliser aussi Tailscale, qui est un peu un VPN glorifié, là, mais qui vient avec un contrôle assez intéressant par rapport aux ACL de tel
service a accès à tel autre service, puis tel employé, lui, a un tag à son rôle qu'il a accès à juste ces services-là. Donc, ça rend aussi le contrôle de tous les accès vraiment simple, puis on est 100% infrastructure as code. Donc, on n'a aucune chose qui est configurée avec un bouton quelque part qu'on a oublié à un moment donné, puis on laisse des accès finalement actifs pendant que ça ne devrait pas l'être. 100% de notre infrastructure et règles de sécurité et contrôle, c'est tout défini dans le code, puis reviewé par nos développeurs ou équipes de sécurité. Donc, ça aussi, je pense, ça rend une belle petite couche que, en tant que tel, tu peux être autant sécuritaire à cliquer sur des boutons, mais le fait de l'avoir un peu en synchronisé dans ton repo de code, ça aide, disons, à avoir une certaine centralité, une vérité centrale, un ground truth. Je vais rajouter là-dessus juste puis pour poser des questions peut-être plus spécifiques aussi, parce que pour moi, je trouve ça très intéressant. C'est ce que je promue énormément l'usage de ces éléments-là. Et notamment parce que au-delà d'avoir une vérité centrale, comme tu le mentionnes, puis que tu peux remonter ton infrastructure n'importe quand comme tu veux, ça donne quand même une visibilité. Puis là, tu le mentionnais à plusieurs personnes, parce que là, vous avez plusieurs personnes travaillent sur les fichiers de configuration, qu'on pourrait dire, où dans le fond, les statements de configuration sont toujours disponibles et à la vue de tes collaborateurs à qui tu fais ce genre de choses-là. Donc, vous êtes toujours en constant regard sur cette sécurité-là, si on veut. Là. Exact, oui. Puis on est assez libéral à l'interne. Les développeurs voient ces configurations-là, ils peuvent comprendre eux-mêmes finalement comment ça marche. Puis des fois, il y a du monde qui peut faire des corrections. C'est le classique, les changements d'accès, puis le monde qui demande peux-tu me donner telle permission, mais ils peuvent ouvrir eux-mêmes leur merge request avec le changement d'accès, puis tu as quelqu'un qui va reviewer, puis ouais, ça fait du sens. Puis il y a une traçabilité de tout. Fait que ça aide aussi. Pas mal. Tu mentionnes la traçabilité, donc ça doit générer beaucoup de volume de logs ou d'informations comme ça. Comment ceux-ci sont regardés, comment sont traités? Il doit y avoir des automatismes ou des éléments qui vous sauvent un peu de temps? Oui, disons qu'on a des ressources quand même limitées, fait qu'on utilise beaucoup les outils qui sont disponibles. Personnellement, dans WS, là, c'est facile d'activer, mettons, GuardDuty, puis CloudTrail, puis ces choses-là qui te font ressortir tout de suite un peu les anomalies. Puis maintenant, comme la majorité de notre infrastructure informationnelle est dans WS, fait que tout passe quelque part là-dedans. Là. On commence tranquillement à avoir d'autres vendors qui permettent de comme un peu faire du scanning de ce qui se passe, d'analyser aussi ce qui rentre. On commence à développer les outils à l'interne, surtout pour ce qui est applicatif. Là. Fait qu'il y a l'infrastructure, on a l'application qui est un autre volet complètement de sécurité opérationnelle où on veut se protéger un peu contre des acteurs malveillants qui voudraient abuser la plateforme. Là, on va finalement faire nos propres un peu outils qui permettent de détecter des traits de modèles qu'on a définis. Là. Comment vous faites, étant donné que vous êtes cloud first, donc vous n'avez pas d'infrastructure physique, tout est dans le cloud. La plateforme que vous vendez essentiellement aussi ou que vous développez, et elle aussi est dans le cloud nécessairement. Comment cette séparation-là s'exécute pour éviter justement des erreurs opérationnelles ou éviter qu'on fasse des choses sur la plateforme qui est client, si on veut, de la plateforme interne à Flare où vous avez votre code, vous entretenez, vous faites vos choses, les contrôles d'accès qui sont pour vous à l'interne? Oui, on utilise évidemment comme les accounts dans WS qui permettent de faire des séparations assez claires entre comme le code de production, qui est les données d'utilisateur, puis les trucs un peu de support. Là, puis inter-account, tu peux avoir mettons un account qui est dédié à des trucs plus de sécurité, mais qui sont connectés au account de production pour pomper le data à l'extérieur, puis analyser par l'après. Personne tous les autres services comme Google Workspace et compagnie là, qui sont juste indépendants, puis purement IT de compagnie. C'est ça, donc la bureautique est littéralement ailleurs. Donc, votre environnement de production dans lequel vous faites votre code est à côté finalement de la chose. C'est juste que c'est dans un contenant séparé par des comptes et des stratégies qui sont propres à AWS en l'occurrence. Exact, ouais. Fait que tout ce qui est l'équipe de vente, évidemment, ils vont utiliser leur propre CRM. Puis je pense qu'il est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un nouvel outil, la première chose qu'on fait, c'est comme, y a-tu du SAML, y a-tu du SCM? Comme on essaie d'éviter au maximum
que le monde a besoin de générer un mot de passe eux-mêmes, du moins un nouveau mot de passe. Là. On s'attend à ce qu'il y ait un mot de passe qui est comme dans le IDP. Comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir du 2FA par défaut et compagnie. Puis j'en profite des fois pour faire le SSO shame, là, où il y a des compagnies qui vont te charger un prix Enterprise juste pour avoir le SSO, qui est complètement aberrant. Surtout quand c'est des produits de sécurité qui se marquent comme on va protéger ton entreprise. Feature de base, OK, ça fait du sens économiquement pour une compagnie comme nous autres. Là, par contre, si tu veux le SSO, on va te charger 3 fois plus cher pour ce feature-là. Ouais, c'est pas les seuls qui font ça. Il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup de compagnies font ça. On rajoute les options de sécurité à un prix. Ça, je trouve ça très dommage parce que dans l'absolu, c'est ce qu'on aurait besoin. Ce serait comme de s'acheter une auto sans frein. Il faudrait payer pour des freins sur notre auto. Je comprends pas le principe, là. Moi, ça m'échappe énormément, là, fait que je suis d'accord avec ta prise de position. Ouais, c'est un liability que tu te rajoutes. C'est un produit sans le SSO. Donc, fait qu'on essaie vraiment au maximum de tout ce qu'on utilise et comme centraliser. Puis je pense qu'il y a certaines opinions qui vont un peu à l'encontre de ça, là, que en centralisant tous les accès, tu as un peu un seul point que tu peux aller, disons, attaquer pour avoir accès à tout. Mais c'est tout le temps, je pense, quand tu fais les pour et les contre, comme ça versus le monde qui utilise le même mot de passe partout, parce que c'est sûr qu'ils vont faire ça, même si tu leur dis prendre un password manager. Je trouve que c'est un net win. Tout à fait. Puis de cette faiblesse-là, nécessairement, vous avez un encadrement particulier justement pour s'assurer que vos identités ne se fassent pas voler. Vous devez les surveiller adéquatement. Le 2FA est un moyen, mais n'est pas le seul moyen qui est déployé pour protéger les identités, parce que si c'était juste ça. D'ailleurs, les méchants ont déjà trouvé comment faire pour réussir à bypasser un peu le 2FA, fait qu'on est déjà en train de courir sur d'autres choses. Mm-hmm. Donc, vous autres, qu'est-ce que vous avez comme moyen supplémentaire que le 2FA pour justement garantir que vous ne faites pas voler vos comptes? On fait quand même beaucoup confiance à des trucs comme Google Workspace qui ont des OC qui permettent quand même de détecter les anomalies puis d'envoyer dessus des alertes, puis qui, en général, comme marchent jusqu'à une certaine mesure. Évidemment, comme il est juste de s'assurer que les mots de passe soient uniques, puis on a comme une grosse base de données, nous autres mêmes, à l'interne de mots de passe qui ont été mis publics et compagnie. Fait que c'est de comme valider que nos employés n'utilisent pas ça dans notre plateforme. C'est déjà une première étape. Juste garder les sessions courtes aussi, là, fait que dans les applications connectées au SSO. Fait que, à la limite, de garder le SAML un peu plus long. Fait que peut-être y aller une journée où fait que ça. Garder les sessions plus longues, mais de les refresh plus rapidement dans les applications qui se connectent au IDP. Puis souvent, des trucs qui sont configurables dans les applications. Là. Fait qu'en faisant ça, c'est comme ton application, même si un attaquant volerait les tokens de cette application-là, il ne pourrait pas l'utiliser plus que quelques minutes ou quelques heures, dépendant là, où on va avec ça. Mais... Oui. Et à ça, puis là, tu parlais de CRM dont les ventes ont des choses comme ça. Les ventes, généralement, ne sont pas ceux qui adhèrent le plus rapidement aux mesures de sécurité. Comment vous les avez interceptés à déployer? Puis vous avez réussi à intégrer le CRM qui était choisi dans votre scope de OPSEC? Oui, mais ça, c'est juste la politique un peu de l'entreprise, là, que tous les nouveaux systèmes passent un peu dans le même tuyau que tout le monde. Fait que comme quand les sales ont choisi leur CRM, puis honnêtement, on dit les sales, mais la réalité, c'est quand on était 6 à Flair, c'est là qu'on a choisi, mettons, d'aller avec tel CRM. Fait que c'est quand même un vieux logiciel legacy, si on veut. Mais quand il y a des nouveaux logiciels qui rentrent demandés par des départements un peu moins technologiques, vente, marketing et compagnie, le monde a quand même l'habitude de comme justement demander à moi-même de comme, hey, tu sais, ce logiciel-là, c'est-tu correct si on le rajoute? Est-ce que les politiques de sécurité sont correctes? Et est-ce qu'on peut l'intégrer avec SAML et compagnie? Fait que c'est rare en tout cas, c'est tout le temps, des fois, c'est pas qu'est-ce que tu sais pas, là, mais je pense pas qu'on a trop de shadow IT parce que le monde sont quand même sensibilisés à ça. Puis ils ont pas peur de demander, là. C'est rare que comme ils demandent puis ils se font dire non à, là, ils sont comme pognés un peu à jouer dans le noir parce que sinon ils vont se faire pogner.
D'accord. Puis après, je pense on parle beaucoup de sécurité dans l'entreprise aussi. Là. On est une compagnie de cybersécurité, fait que c'est un top of mind de tout le monde, day-to-day, de penser à ça. Fait que je pense que même le monde de vente et marketing sont assez, je dirais, ils ont une bonne curiosité. Ils vont souvent venir voir le monde plus technique, leur demander par rapport à des nouvelles qu'ils voient ou comme souvent, je reçois plein de emails que le monde reçoit de comme, hey, là, c'est du phishing, est-ce que je vais me faire avoir? Puis comme, je pense que le monde sont quand même sensibilisés, puis ils n'ont pas peur d'aller en parler, puis ils aiment ça pour eux, je pense, des raisons d'interagir avec les développeurs ou le monde un peu plus dans l'équipe technique. Là. C'est intéressant parce que vous avez une culture qui amène ça, parce que tu sais, on pourrait nommer des exemples de compagnies en cybersécurité qui ont de l'obsèque un peu mauvaise. Je vais prendre un très vieux exemple pour pas shamer quelqu'un de trop proche, trop récent, mais RSA s'était fait voler sa voûte de seed il y a déjà très longtemps parce qu'il avait envoyé un fichier Excel au RH, puis pouf, il était rentré, pas de cloisonnement, pas de tout effet. Rien. Les RH avaient accès à la voûte de seed, ce qui était tout à fait aberrant. Donc, c'est bon. Je ne ferai pas de présomption de base, c'est parce que vous êtes une compagnie de sécurité que vous n'êtes pas de la sécurité, mais je trouve ça bien que la culture soit vous baignez là-dedans, donc incluant les gens qui sont à l'extérieur du domaine propre de la cybersécurité, sont intéressés, posent des questions, puis participent à ce mouvement-là. Ça, moi, je suis fasciné parce que si c'était comme ça partout, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes en général. Là. Et vous auriez peut-être moins de travail aussi parce que votre travail, c'est de trouver justement les affaires qui ont fuité. Là. Fait que vous répondez à un besoin. Là. Mais en même temps, comme il faut rester sur Terre, puis tout le monde, je pense, est susceptible un jour de comme partager un fichier Excel avec des données qu'il n'aurait pas dû partager. Puis on reste humain, on a tout un travail, puis comme des objectifs à atteindre, comme on veut get things done. Puis comme même à Flare, je pense la sécurité, c'est de la gestion de risque. Fait que un risque, tout le temps, quelque chose qui peut arriver, puis que tu essaies qu'il arrive le moins possible, mais je pense même, justement, à Flare, on a des bons contrôles, mais comme quelqu'un veut vraiment entrer à Flare, puis peut-être qu'il arriverait, peut-être pas. J'espère que non, là, mais comme, je pense que c'est classique, là, comme tu demandes à n'importe quel ciseau, est-ce que tu es prêt à dire à 100% qu'il n'y a aucune chance que ton CEO se fasse hacker? Et puis je pense que n'importe qui dit oui est comme probablement juste, il vit dans le déni. Là. Ouais. Absolument, ça, je suis d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, c'est un problème. Ce degré d'arrogance-là mène généralement à des gens qui se font avoir parce que si tu n'as pas l'humilité ou l'ouverture à savoir qu'il y a une possibilité que ça aille pas bien, ben c'est sûr que tu vas te faire avoir par une situation comme ça. Là. J'ai des petits oiseaux qui m'ont dit que les départements qui se faisaient attraper le plus souvent par du phishing dans les grandes entreprises, c'était le département de cybersécurité. Parce que les autres sont meilleurs que tout le monde, donc eux ne se font pas avoir. Et puis, j'ai pas à croire qu'il y a une complaisance des fois qui se crée. Puis, je pense dans une ancienne vie où je faisais plus d'analyse de malware, je pense que c'est le moment où j'étais probablement le plus complaisant par rapport à ça. Puis que un peu de. Je crois pas beaucoup à rouler des antivirus sur mes ordinateurs personnels parce que je veux pas enrouler du malware sur mon ordinateur comme ça au hasard. Puis j'ai une petite anecdote à raconter. Là. Il y a un mois, j'ai un nouvel ordinateur au travail. Je le configure, j'onboard tout. Puis première chose que je fais, j'ouvre Safari pour aller télécharger Firefox puis Slack. Fait qu'il crée Slack dans Search Browser Safari, clique sur le premier lien, télécharge ça. Quand j'arrive pour installer Slack, le message est comme les applications est un développeur non identifié qui est pas signé finalement. Je comprends, c'est bizarre que Slack n'ait pas pris le temps de signer leur exécutable par Apple. Fait que sur le coup, il y a comme ce petit côté-là qui allume. En même temps, je fais cliquer, mais oui, tu continue, puis n'a pas de problème. Puis j'ai eu 5 secondes, après, il y a un petit moment de réflexion, de comme c'est bizarre un peu. Puis là, j'ai rouvert Safari, voir mon historique, ou c'est quoi que j'ai cliqué finalement. Puis j'étais sur l'affaire de comme getslack.xyz, une affaire comme ça, mais le site était identique à le vrai site. C'était un lien, évidemment, les liens partenaires de Google qui est en premier en haut. Fait que cette complaisance-là est dangereuse, puis comme n'importe qui peut l'avoir. Puis ça met aussi d'empathie au monde qui se font avoir de c'est pas tout du monde qui cliquent n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Je pense qu'il y a des patrons aussi, disons, des patterns à l'externe qui encouragent le mauvais comportement.
puis qu'on est tellement habitué de cliquer genre cette application-là n'est pas signée, mais oui, comme je télécharge demande d'outils de développement, que comme c'est mon day-to-day, cliquer, continuer, puis Oui, tout à fait. ouais. Là, je suis d'accord avec ça. C'est comme tous les sites qui ont des SSL, des certificats TLS, des out of date là, qui ont oublié de renouveler, mais en même temps, genre 9 fois sur 10, c'est pas un site mauvais. Fait on a pris l'habitude d'ignorer certains avertissements qui justement auraient dû normalement nous lever des alertes. Puis je trouve ça bien, puis tu sais, je bascule sur le fait que tu as soulevé l'analyse de malware, puis ça met un peu plus de ce côté-là. Ça demande des éléments particuliers parce que tu joues quand même avec dans un monde réel, on disant tu aurais un laboratoire, tu aurais un hazmat-suit pour jouer avec ce genre de choses-là. Et bon, tu t'éviterais de l'échapper dans la nature comme certains pays ont fait. Mais dans le réel, tu joues avec ce genre de choses-là sur une machine, sur ta machine, puis comment ça représente un peu tout ce volet de OPSEC-là? Comment tu le vis sans t'infecter toi-même constamment? Ouais, ben en fait, j'en profiterai même pour revenir un petit peu en arrière et mentionner comme l'Internet de nos jours est tellement différent de ce qu'il a été un temps. On est rendu habitué toujours de cliquer comme soit refuser tout, accepter tout, ou t'installes des trucs. Il y a toujours comme 6-7 interactions à faire avant d'avoir ton programme d'installer. Mais par exemple, en recommandation d'OPSEC, à mon avis, un browser qui n'a pas de ad blocker, c'est inutilisable de nos jours. Le fait que justement les acteurs malicieux utilisent les publicités pour bumper des liens malicieux au sommet de ta recherche puis d'espérer d'attraper des gens comme dans le cas où est-ce qu'Israël s'est fait avoir, c'est très fréquent et justement on peut pas vraiment blâmer l'utilisateur étant donné que c'est tellement naturel chez les gens de naviguer l'Internet de cette façon-là. Alors vraiment, dans ma tête maintenant, une recommandation d'OPSEC, c'est avoir un ad blocker, puisque les publicités sont rendues malicieuses très régulièrement. Au niveau de mon propre appareil, effectivement, c'est différent de la plupart des gens qui cherchent à éviter les virus. De mon côté, je les invite. Mais au niveau de la manipulation, ça reste que sur mon ordinateur, j'utilise Linux comme étant mon système d'opération principal et non Windows. Déjà, ça me fournit une mesure de protection qui est presque adéquate en entier, à mon avis. Mais si vraiment j'ai à travailler avec des logiciels comme des rançongiciels, par exemple, ou des choses qui seront pas à l'abri de Linux, ça, je peux avoir une machine virtuelle sur mon environnement aussi dans laquelle le détonner. Mais du côté accès, on vit aussi comme quoi on assume, je pense, toujours, Israël, corrige-moi si j'ai tort, mais on assume que quelqu'un va se faire compromettre un jour, c'est assez normal. Et dans cette assumption-là, on fonctionne avec l'accès minimal. Donc, même si c'est moi qui se fait avoir d'un côté ou d'une autre, comme j'ai pas accès à l'infrastructure de Flare au complet, c'est pas comme si ça allait affecter 100% de notre système de production. Puis finalement, de mon côté, la dernière petite mesure de sécurité que j'ai, c'est mon ordinateur de travail est complètement isolé au niveau de mon réseau. Donc, tous mes autres appareils chez moi sont sur leur propre VLAN, tandis que celui-là de l'ordinateur ou même ma sandbox sont sur un VLAN qui est complètement séparé. Ça doit demander quand même un certain effort de séparer parce que, c'est Israël, tu l'avais mentionné, mais que tous les accès soient vraiment tous cloisonnés. C'est plutôt rare, disons, dans ce que j'ai vu de mon expérience. Il doit quand même un effort minimal à exécuter ce genre ou ce niveau de séparation-là. Ouais, mais ça demande de trouver c'est quoi tout le temps la granularité de qui on parle, puis ensuite la granularité de comme qu'est-ce qu'ils ont accès ou pas. Je pense que c'est un compromis des fois entre donner accès à juste une table ou à une base de données qui contient l'ensemble de tables. Je pense que ce qui aide le plus, c'est de penser en termes de groupe, là, fait de quasiment rendre ça difficile et impossible de donner accès à une personne spécifique. De mon expérience, c'est tout le temps quand tu fais ça que tu te rends compte comme 6 mois plus tard que oh shit, il a encore accès à ça, mais il n'est pas supposé avoir accès parce qu'il a changé de rôle, mais comme pour d'autres raisons, c'était des accès temporaires. Fait encore une fois, c'est comme de penser en termes de groupe. Puis honnêtement, comme des fois c'est le classique ingénieur, là, quand tu es paresseux, tu t'arranges pour que ça soit facile puis automatisé. Fait qu'on on a l'approche très, comme on parlait plus tôt, avec tout défini en tant que code. Fait qu'on a vraiment comme dans le code, tu donnes accès à des groupes, puis là, telle personne change de rôle, tu veux se l'ajouter au bon groupe.
si tu l'enlèves dans l'ancien groupe, elle perd tous tes accès quand la prochaine fois tu fais ton tofu apply. Fait que, ouais. Puis autant possible, même, juste ajouter comme on a une plateforme, mettons, de ressources humaines là, qui traque les rôles, les titres, départements et compagnie, puis mettre en place des règles qui classiques, là, comme si tu es en vente, ben, tu devras avoir accès à HubSpot. Si tu es développeur, tu devras avoir accès à telle base de données de production pour faire tes déploiements. Fait que de faire des règles finalement par rapport à ton rôle, ton département, comme certaines affaires comme ça, qu'automatiquement ça va te rajouter au groupe ou du moins ça va te suggérer à un sysadmin d'être acheté au groupe. Ça permet de aussi pas mal gérer ça automatiquement puis de ne pas échapper de balle autant que possible. Là, tu as justement mentionné Tofu, notamment. Donc, tout vit dans ce code-là, dans ce dépôt-là. Cet accès-là, tu disais qu'il était visible par tout le monde essentiellement et tu peux faire des requêtes de changement, donc nécessairement pour tes propres accès. C'est quoi les éléments de vérification que vous avez déployés justement pour s'assurer que pas une personne puisse faire n'importe quoi? Et justement, c'est quoi les degrés de vérification que vous exécutez? Là? Ouais, ben en fait, on voit les changements de code puis les changements d'infrastructure presque que pareil, là, dans le sens que pour changer du code, déployer une version de l'application, ça prend quelqu'un d'autre qui regarde le code. Pour les changements d'infra ou de sécurité, c'est pareil, c'est tout ta pull request. Tu demandes à quelqu'un d'autre qui a accès à reviewer ce code-là, d'approuver finalement. Tant qu'il n'est pas approuvé, tu ne peux pas le mettre dans la branche principale. Puis faire l'application des changements, ben, c'est juste quelques personnes qui ont le droit de le faire finalement. Les membres du groupe Security Admin, admettons, peuvent appliquer les changements quand ils sont dans Master. C'est intéressant justement de le mettre comme ça. De toute façon, ça permet de documenter de façon continue et permanente la nature du code que vous avez en main. Côté client, il y a deux facettes puis d'ailleurs une affaire que je ne savais même pas que vous faisiez, que je trouve très intéressante. Je vais commencer par celle-là parce que la moins technique de la gang, c'est le Know Your Customer. Vous avez quand même une approche qui est quand même assez robuste pour vous assurer que vous ne faites pas affaire à n'importe qui. Puis je te dirais que probablement que les compagnies qui embauchent des Nord-Coréens puis seulement devraient probablement commencer à adopter des choses comme ça. Ouais, mais tu sais, comme un de nos plus grands traits modèles est probablement pas nécessairement des acteurs malveillants qui s'intéressent à Flare puis qui essayent de nous hacker puis domper notre base de données, mais plus simplement de juste utiliser notre produit puis de voir les données qu'il y a dans le produit. On a quand même des données qui est sensible, là, on s'entend, donc on a aussi une accumulation puis une accumulation dans un endroit spécifique de beaucoup de données sensibles et intéressantes pour un acteur cybercriminel. Donc, pour nous, le pire qui peut arriver, c'est que quelqu'un a un accès complet à la plateforme qui peut aller chercher des données sensibles sur n'importe quelle compagnie, puis un peu avoir des clés ultimes. Puis en grossissant comme initialement, quand c'était une petite entreprise, c'était moins un problème parce qu'on connaissait nos clients, comme on leur parlait physiquement. C'était du monde qui était des anciens collègues, des amis. Évidemment, en grossissant, on a de plus en plus de clients qui rentrent à chaque fois. On ne peut pas aller s'asseoir avec chacun d'eux pour être sûr que c'est du monde trustable. Donc, on a mis en place un processus seulement qui est en deux facettes, je dirais. La première facette, c'est de mettre plusieurs niveaux d'accès aux données dans le produit. Donc, c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir accès à toutes les données dans notre plateforme. Fait que ça revient un peu quasiment comme un employé, là, trouver comme c'est quoi l'accès minimal que tu as besoin pour répondre à ton besoin en tant que client. Si t'es jardins, tu n'as pas besoin d'avoir les données de la BMC et vice-versa. Fait que de limiter finalement qu'est-ce que tu peux voir. Puis après ça, il y a le côté de comme s'assurer que si tu dis que tu es Desjardins, mais comme t'es-tu vraiment Desjardins? T'es-tu comme un caissier à Desjardins ou t'es un expert en cybersécurité à Desjardins? C'est pas toute la même chose. Fait que d'avoir un processus en place qui permet de, quand quelqu'un veut voir la plateforme, je veux l'essayer, veut même avoir des démos, comme avoir quelqu'un qui va vérifier est-ce que cette personne-là est qui elle dit elle est. Est-ce que c'est quelqu'un qui a intérêt sur la plateforme, puis après ça, à quel niveau il devra avoir accès par rapport à son besoin, puis son sérieux, puis le risque qu'on est prêt à prendre, finalement. Et comment ça, justement, vous vérifiez, parce que c'est quand même plusieurs éléments, justement, qu'il y a comme
un upgrade qui se fait avec le temps, là, de ce que j'en comprends, surtout pour vos nouveaux clients. Comment tout ça est validé pour vous assurer que vous êtes vraiment pas, vous n'envoyez pas un laptop dans la Corée du Nord, là, parce que cet exemple-là, il roule beaucoup ces temps-ci. Là. À quel moment et quelles sont les étapes pour arriver justement pour ça? Ouais, on utilise différents signaux, là. Fait que déjà, comme l'entreprise en tant que telle pour laquelle elle travaille, elle a un site web, on va avoir le Webback Archive, comme est-ce que c'est un site web qui est apparu la semaine passée ou c'est un site web qui est comme compagnie qui existe depuis plusieurs années, qui se spécialise seulement dans un domaine qui a rapport avec l'utilisation de notre produit. Ensuite, la personne en tant que telle, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille là? On va aller comme, mettons, voir sur un autre site, envoyer un message directement à cette personne-là. Hey, c'est-tu toi qui as monté la démo? Parce que sinon, il y a du monde qui peut faire une personnalisation facilement. Valider les emails aussi, là, comme est-ce qu'il est aligné avec des marques, puis SPF, puis ces affaires-là. Dans le fond, un des traits modèles, c'est facile de spoofer, si on veut, du monde, là, pour certaines compagnies. Fait qu'on veut éviter ça autant que possible. Fait que même de prendre une conversation vidéo avec quelqu'un, puis de s'assurer que la caméra est ouverte, que sa photo matche sa photo, mettons, LinkedIn. Fait que c'est toutes des étapes qui vont être faites dans cette direction-là pour s'assurer que comme c'est la bonne personne, puis qu'elle représente une compagnie qui a vraiment intérêt, puis qui est pas une compagnie qui existe depuis une semaine. Ouais, une coquille vide, là. OK, c'est super intéressant. L'autre aspect des clients, parce que là, justement, vous exposez une base de données à travers une interface. Comment cette base-là, tu disais, oui, vous n'êtes pas nécessairement attaqué de façon directe, mais vous avez quand même soit des clients qui vont essayer d'aller plus loin que ce qui serait supposé, ou des compétiteurs, à la limite, là aussi, c'est dans le trait modèle, ça doit faire partie de ce que vous avez. Et certains, probablement, agents malicieux qui aimeraient ça avoir accès à l'ensemble de vos données, parce que tu disais, dans l'absolu, c'est quand même une mine d'or pour eux autres aussi, dans leur travail. Oui, on va avoir une couple de récits, justement, qui moniteur l'activité dans notre application. Fait que si quelqu'un commence à comme domper la base de données via l'API, ben ça lève tout de suite des drapeaux. Comme quoi, on peut avoir quelqu'un qui vérifie qu'est-ce qui se passe, puis de contacter même le client, demander c'est-tu normal que ça arrive. Pour l'accès aux données que tu n'es pas supposé avoir, ça, c'est tout le temps un travail en continu, là, mais comme essayer d'être capable de détecter quand le monde monitor des choses qui sont clairement pas reliées à eux, comme ça encore une fois, ça lève des drapeaux. De plus en plus, on met en place des choses qui isolent les données à toi. Fait que comme tu as les données à toi dans la plateforme, mais ça les rend un peu invisibles. Du moins, ce qui est spécifique à toi est comme pas disponible aux autres personnes. Puis l'inverse aussi, là, c'est pas juste de comme tes utilisateurs, tes données sont cachées, mais comme qu'on détecte, même dans un document avec plein de données différentes, être capable de comme d'enlever ce qui est clairement pas à toi, de juste garder finalement ce qui est à toi. Avec l'équivalent un peu des fichiers top secrets, là, où ce qu'on met en noir 90% du document, puis comme là, ce qui est intéressant pour toi. Qui est un travail en cours, là, c'est tout le temps. Mais c'est quand on a comme plein de projets comme ça qui est discuté avec l'équipe produit et sécurité pour essayer de comme bien gérer la sécurité interne, parce qu'il y a même légalement, je veux dire, on a des documents des fois top secrets qui se ramassent en plateforme que le monde partage sur le dark web, mais comme il y a un côté légal à ça qu'on peut pas juste comme rien faire par rapport à ça, puis tout le monde peut avoir accès à des choses top secrètes. Ouais, c'est ça. Fait que donc, là, j'aime ça que tu nommes le code du top secret. Puis est-ce que vous vous les repérez, puis deux, qu'est-ce que vous faites avec ça quand vous vous rendez compte que vous avez ces informations-là dans votre plateforme? En ce moment, on est en train de justement réfléchir, de mettre en place des heuristiques qui permettent de comme trouver. Ça reste comme on n'a pas quelqu'un qu'on engage pour comme scroller chaque document et dire OK, ça se l'est, ça se l'est pas. Fait que c'est essayer de comme automatiser au plus possible par rapport à les trucs évidents, là, de comme si tu as les marques, mettons un modèle d'AI qui est capable de prédire ça, c'est top secret parce qu'il y a telle affaire. Puis même avant ça, de juste mettre quelqu'un peut reporter un document comme étant comme confidentiel, top secret, puis ça devrait pas être dans la plateforme. Après, il y a tout le temps le challenge, comme est-ce qu'on veut le garder pour pouvoir justement le partager aux personnes qui ça pourrait être intéressant pour eux. Que comme, hey, tu as des documents top secret par rapport à ton organisation, ta nation. Fait que, ouais. Fait, comme, évidemment, c'est de limiter l'accès à ça autant que possible aux personnes qui ne devraient pas avoir accès à ça. Puis ça reste aussi, des fois, c'est un peu difficile parce que c'est des données qui sont
public, right? On n'a hacké personne par ces données-là. Là. C'est partagé en ce moment sur le dark web ou dans des leaks sur des réseaux alternatifs. Fait qu'en même temps de juste comme cacher ça puis dire c'est jamais arrivé, ça enlève pas le problème aussi. Qui est un peu vraiment le produit qu'on vend, c'est qu'on trouve ces choses-là qui devraient pas être publiques évidemment, mais comme ils sont, fait qu'on va t'avertir de comme tu peux faire ton enquête par rapport à ça ou tu peux être proactif. Ouais, non, de toute façon, pour moi, ces affaires-là, c'est comme trouver un sac de vidange sur la bord de la rue puis qu'il y a des informations dedans, là, dans l'absolu. Là. Fait que c'est malheureusement ça. Là. C'est malheureusement un marché très, très puissant et dans lequel vous êtes un acteur qui sert justement assez d'en faire le ménage et de protéger les entreprises contre ce genre de choses-là. Je vais faire un retour sur l'analyse de malware parce que je trouve ça intéressant, mais ça a été un peu bref. De l'analyser, parce que de séparer tout ça, je trouve ça c'est bien, mais il faut l'exécuter, il faut le démarrer, il faut l'analyser. Comment tout ça se matérialise et comme justement, comment dans l'environnement que ça évite que ça démarre et ça fasse des dommages ou c'est quoi les outils d'analyse, y a-t-il des particularités? Pour être complètement transparent, je ne fais pas purement de l'analyse de malware. En fait, Israël serait sûrement plus approprié à en parler, considérant que c'était son ancien travail. Je travaille avec des fichiers infectés qui sont plus des artefacts du monde de la cybercriminalité. Donc, entre autres, en scannant ces fichiers-là, je sais qu'ils sont infectés, je sais qu'il y a des virus, je sais que c'est potentiellement des choses qui ont servi à des campagnes d'infection. Et donc, de tracker les résultats de ça, c'est plus en lien avec mon travail. Oui, elles existent sur mon ordinateur. Oui, c'est des fichiers infectés, mais de détonner le malware, c'est pas nécessairement quelque chose qui prend la majorité de mon temps. OK, puis c'est par toi que passent tous ces fichiers-là ou c'est toi qui fais les recherches qui sont associées à ces fichiers-là? Oui, exact. Donc, trouver des nouvelles campagnes d'infection, trouver des nouveaux vecteurs qui sont utilisés pour les infections dans le cadre de certains acteurs malicieux. Comme par exemple, on a trouvé récemment une campagne de InfoStealer malware que l'acteur malicieux avait infecté un outil de cybercriminalité pour infecter d'autres cybercriminels. Donc, alors c'est un outil qu'on appelle un checker qui te permet de vérifier si les cookies de ton InfoStealer sont encore valides. Et normalement, c'est un outil qui est payant, qui prend une licence. Et là, lui, il distribuait un crack de cet outil-là. Et on voyait apparaître en temps réel les infections d'acteurs malicieux essentiellement qui essayaient d'utiliser cette version craquée du checker et qui s'infectaient eux-mêmes avec du stealer malware. Il n'y a aucun honneur chez les voleurs. Là. Oh non, absolument pas. OK, c'est intéressant. Donc, toi, tu te ramasses dans cet univers-là, justement, de voir ça. Donc, ça doit être quand même d'être assez discret quand même, de ne pas te faire repérer. Oui, effectivement. Donc, ça va être beaucoup une question au niveau je te dirais, la majeure partie de la chose, c'est au niveau du verbiage que tu utilises. Donc, en parlant avec des acteurs malicieux, si tu utilises beaucoup de ponctuation ou des phrases qui sont parfaitement construites, tu vas te faire repérer immédiatement. Et d'ailleurs, les acteurs malicieux ont un terme pour la chose. Ils s'appellent généralement les gens que ça paraît qui travaillent soit pour des forces de l'ordre ou justement des compagnies de sécurité. Ils les appellent des glowies parce qu'ils trouvent qu'ils glow dans le dark. C'est une belle expression. Et donc, ça t'exige de t'infiltrer aussi dans un certain nombre de forums ou de choses comme ça et de justement simuler ça ou de créer un personnage spécifique pour ça? Oui, exactement. Donc, d'avoir des comptes sur différents forums, d'être le plus anonyme possible, de maintenir différents personas et des sock puppets sur différents comptes, différents services qui peuvent être utilisés pour des investigations. Donc, à travers la chose, quand tu crées un compte, entre autres, tu vas vouloir cacher, par exemple, ton adresse IP. Surprenamment, les forums de cybercriminalité enregistrent les adresses IP de leurs visiteurs quasiment tout le temps. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent parce qu'ils finissent par se hacker entre eux les différents forums et domper les databases et ils exposent donc les adresses email qui ont été utilisées pour s'enregistrer, les adresses IP qui ont été utilisées pour visiter le site. Et beaucoup de gens font des erreurs de ce genre, d'utiliser leur adresse email personnelle, par exemple, pour se faire un compte sur un forum de cybercriminalité ou de signer leur clé PGP avec un commentaire avec leur vraie adresse email. Il y a quand même pas mal de façons de se faire avoir comme ça qu'il faut être conscient.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, juste d'autres, il faut faire attention des traces qu'on peut laisser qui nous remontent jusqu'à nous, là, ça, sans faire comme sur HD Medicine puis utiliser ton courriel du gouvernement pour t'inscrire. Là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut faire attention? Je dirais que c'est ça la majeure partie, là. Donc, vraiment d'utiliser des services qu'on sait qui sont fiables. Par exemple, je parlais de cacher une adresse IP, mais les VPN, c'est un sujet qui est un petit peu controversé dans le monde de la cyber comme étant, est-ce que c'est vraiment une façon de te protéger? Est-ce que ça vraiment te fournit de la sécurité ou même de la vie privée? Mais dans ton choix de VPN, par exemple, j'utilise Molvad, qui est d'après moi le seul fournisseur de VPN qui est le moindrement décent. Mais même à ça, je ne ferais pas confiance exclusivement à Molvad pour infiltrer des communautés plus approfondies. Je pense que ce rôle-là appartient exclusivement à Tor, qui est d'après moi vraiment la meilleure façon de naviguer le web de façon anonyme. Sinon, au niveau des choix de ton email aussi, tu ne peux pas utiliser juste un Gmail. Il faut que tu fasses affaire avec des providers de email qui sont un petit peu plus anonymes, qui gardent moins de logs, des numéros de téléphone avec des cartes prépayées qui sont complètement anonymes et des choses du genre. Vraiment d'essayer de rester le plus séparé et détaché de tout ce qui est pris comme information quand tu crées un compte à un endroit. Super intéressant. On a fait un grand tour de ce que c'est quand même assez haut niveau. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous aimeriez parler? J'ajoutais juste le OPSEC aussi, surtout quand tu as plusieurs comptes de même, puis même les cybercriminels, des fois on le voit, mais tu as comme créé une espèce des silos là, entre chaque identité ou chaque. On parlait d'avoir plusieurs puppet accounts, mais si tu prends tout le même email et les puppet accounts, c'est une question de temps avant qu'un des sites se fasse hacker, puis c'est account-là, le même email, fait que c'est la même personne. Si tu regardes l'histoire des cybercriminels qui se font avoir, c'est tout le temps des histoires de même, comme tu as beau avoir un email qui est anonyme, si tu le réutilises un peu partout, puis que finalement ça crée des liens entre des identités, puis que tu as une chaîne que tu peux remonter jusqu'à éventuellement un Gmail, tu as beau avoir 100 puppets différents, s'ils sont tous reliés un petit peu chacun, ben tu remontes à rien. Là. Ce qui rend un peu l'OPSEC comme de rester anonyme difficile, right? C'est que t'as beau faire 100 trucs parfaits, il suffit qu'il y ait une affaire qui est ratée, puis c'est game over. Ouais, exact. Je pense que c'est une discussion même qu'on peut avoir au niveau de la cyber en général, de comme quoi l'attaquant a toujours un avantage. L'attaquant peut faire des erreurs et essentiellement tout ce que ça lui coûte, c'est son temps, mais la personne qui défend, une seule erreur vient de permettre à l'attaquant de gagner, donc il faut toujours être sur ses gardes. C'est effectivement comme ça que la plupart des cybercriminels se font avoir. Il s'agit de faire une seule erreur. C'est effectivement ce qui arrive en quelque sorte, heureusement, parce que c'est des cybercriminels là, qui font des erreurs et ce genre de choses-là. Discussion super intéressante. Je vous remercie énormément. On va conclure là-dessus pour cet élément-ci. Si j'ai des questions, des éléments supplémentaires qui me sont posés, je vous recontacterai pour on enregistrer peut-être des suites basées sur des questions peut-être plus spécifiques qui me sont montées. Mais d'ici là, je vous remercie énormément pour votre temps et le partage d'informations que vous avez fait. Et merci beaucoup à toi. Merci à toi.